Je m'appelle Jeanne Roussel, j'ai 71 ans et ma vie tient désormais dans un sac en toile plié au fond d'un buffet avec un trousseau de clés trop lourd pour mes poches et un petit carnet à couverture noire où je note les heures pour me souvenir que, même quand tout vacille, le temps continue sa marche d'horloger. J'habite rue Porta, à Albi, au 3e étage d'un immeuble qui a connu plus de naissances que de deuils, plus de dimanches que de catastrophes. Les murs y gardent une chaleur tiède même en hiver, comme si la mémoire y avait laissé un peu de laine et beaucoup de patience. Il y a longtemps, j'ai cru que c'était suffisant pour être heureuse. Une ville à taille humaine, le marché de la place du Vigan, la médiathèque, des carnets de comptes tenus au cordeau, et ma fille, Élise, mon unique fierté, mon trésor mal élevé. Ce soir-là, elle fêtait ses 43 ans dans sa maison de l'Escure d'Albigeois. Je m'étais appliquée à nouer un foulard bleu autour de mon cou, un bleu d'orage qui ne savait pas encore ce qui venait, et j'avais cuit une tarte aux poires avec l'attention d'un horloger suisse. La maison sentait la laque et le sucre caramélisé. Les amis d'Élise parlaient fort, comme si leur joie devait se mesurer à la hauteur de la musique. Marc, son mari, s'affairait autour des verres. Je regardais ma fille circuler parmi ses invités comme une hôtesse sûre d'elle, collectionnant des bises et des rires, et je la voyais si vivante que mon cœur, malgré tout, se gonflait de reconnaissance. On met des enfants au monde pour qu'ils vivent, pas pour qu'ils comptent vos rides. La tarte a trouvé sa place sur la table. On a chanté, mal et fort. Élise a soufflé ses bougies d'un geste décidé qui m'a rappelé sa façon d'éteindre les lampes quand elle était petite, avec ce sérieux de général qui prépare une offensive. Et puis quelqu'un a posé la question rituelle, presque moqueuse. « Un vœu, Élise ?» Elle a levé les yeux, le menton haut, comme elle le faisait à 16 ans quand elle voulait m'arracher un oui. Et c'est alors qu'elle a dit, très clairement, plus fort que la musique, en regardant droit devant elle, c'est-à-dire à travers moi. Le plus beau cadeau, ce serait que ma mère crève. Je ne savais pas que les mots pouvaient avoir un bord coupant. J'ai senti un froid immédiat, une lame nette posée au creux de ma gorge. Une seconde de silence a suivi, minuscule et éternelle, puis un rire complice a roulé sur les murs, un de ces rires inconfortables qu'on lâche pour ne pas avoir à choisir un camp. Marc a pâli, a consulté ses chaussures comme on cherche une sortie d'urgence. Personne n'a protesté. Une jeune femme au rouge à lèvres parfait a chuchoté « Oh, la blague !» Et, dans la même seconde, Élise s'est retournée pour embrasser l'une de ses amies, légère, intacte, comme si de rien n'était. Je me suis tenue là, plantée devant la table, les mains encore poudrées de sucre glace, avec la sensation étrange d'être devenue transparente. La tarte embaumait, et j'aurais voulu que son parfum serve d'encre, qu'il retienne quelque chose de moi au centre de la pièce. Au lieu de quoi, j'ai ramassé mon sac en toile sous la chaise. J'ai cherché mes clés, j'ai laissé glisser le foulard qui me tenait lieu de courage. Quand je suis passée près d'Élise, elle a évité mon regard. Je ne sais pas ce que je montrais à ce moment-là. Peut-être un peu de vieillesse, un peu de fatigue, une mosaïque d'années résumée en une silhouette trop droite. Dehors, l'air de janvier m'a giflé sans méchanceté. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus en comptant mes pas comme on dit un chapelet. 23 jusqu'au portail, 40 de plus jusqu'au trottoir, puis une longue coulée d'asphalte jusqu'au centre. Dans la vitre du bus, j'ai aperçu mon reflet. Une femme encore tenue, mais ravalée, une femme qui venait de découvrir que la gratitude ne se décrète pas, qu'on peut avoir donné sa vie et ne récolter qu'un trait d'esprit cruel. J'ai fermé les yeux et j'ai vu, comme on empile des dossiers, les années où j'avais remplacé les pièces manquantes de ma fille. L'école privée, quand l'impératif du lycée qui ouvre des portes, la caution pour leur prêt professionnel, l'apport pour la maison, juste un coup de pouce, maman, et après on sera tranquille. Les virements urgents pour le RSI, les vacances que je n'ai pas prises pour qu'ils puissent partir. Je pensais avoir acheté du temps et de la douceur. Je n'avais acheté que l'illusion d'être nécessaire. Chez moi, rue Porta, j'ai posé le sac sur la table, j'ai retiré mes chaussures, j'ai allumé la bouilloire. Le clic de l'interrupteur a eu la netteté d'un verdict. J'ai pris mon carnet noir et j'ai écrit la phrase, mot pour mot, sans atténuer.
Le plus beau cadeau, ce serait que ma mère crève. Ensuite, j'ai noté l'heure, 22h17, la date, et j'ai entouré le tout d'un rectangle maladroit. C'est ainsi que commence une frontière, un trait autour d'une blessure. Je me suis assise près de la fenêtre. En face, quelqu'un avait oublié d'éteindre une lampe, et la pièce restait jaune, ouverte, comme un tableau qu'on n'a pas su finir. J'ai pensé à tout ce que j'avais mis entre ma fille et le monde. Des parapluies, des billets, des excuses. On croit protéger, on infantilise. À force d'aider, j'avais peut-être construit une rampe qui menait tout droit à l'ingratitude. Je ne me sentais pas innocente. Simplement, ce soir, je refusais l'humiliation comme un nouveau chapitre. J'ai relevé la tête et, sans trop savoir pourquoi, j'ai ouvert le tiroir où je range les papiers. Carte d'identité, livret de famille, attestation d'assurance, contrat, lettre de la banque. J'ai trouvé la copie du prêt pour lequel je m'étais porté caution en 2019 au nom de l'amour et de la confiance. Les pages bruissaient sous mes doigts comme des feuilles mortes. J'ai refermé le dossier. Ce n'était pas l'heure des comptes, mais l'heure des limites. Dans ma chambre, j'ai tiré la valise à roulettes de sous le lit. Un geste absurde, presque comique. Rien n'était prévu, rien n'était urgent, et pourtant je voulais vérifier que la fermeture éclair coulissait encore. Elle a glissé sans résistance, comme si le futur avait déjà choisi sa voie. Je me suis rappelé le petit 2 pièces à Carmaux, mon filet de sécurité, un studio acheté il y a des années pour louer aux étudiants et jamais loué, par superstition, parce que je me disais que les femmes doivent toujours garder une échappée de côté, une chambre où respirer si un jour la maison prend feu. Je me suis demandé si ce jour avait un nom. J'ai reposé la valise, je l'ai renvoyée à son sommeil de plastique. Le téléphone a vibré, un message d'Élise, un emoji de gâteau, un cœur, rien d'autre. J'ai senti, avec une clarté presque scientifique, que le cœur n'est pas pour moi, mais pour la mise en scène de sa soirée, pour l'image qu'elle donnait d'elle-même quand elle réussissait. J'ai reposé le téléphone. Et là, tout doucement, comme on s'apprivoise après une chute, j'ai commencé à respirer par le ventre, à compter jusqu'à 4, puis jusqu'à 8, puis jusqu'à rien du tout. La bouilloire a cliqué. Le thé avait un goût de métal, lui aussi. J'ai ouvert la fenêtre une seconde, le froid a chassé la vaisselle de mon crâne. Il fallait que je dorme, mais le sommeil, cette nuit-là, m'a regardé de loin. J'ai pensé au lycée où j'enseignais les mathématiques, à mes anciens élèves devenus infirmiers, boulangers, cadres, artisans, mères et pères, aux tables sur lesquelles j'avais, pendant 30 ans, dessiné des droites parallèles et des cercles concentriques, pour leur apprendre une chose simple. On peut grandir sans se confondre. Je me suis demandé à quel moment j'avais accepté de me confondre avec la demande d'Élise, de devenir l'ombre portée de ses projets. Et je me suis promis sans emphase, dans la lumière grise de la cuisine, qu'il y aurait désormais 2 mots que je tiendrais comme des talismans. Non et assez. Je ne savais pas encore comment on dit non après 42 ans de oui. Je ne savais pas encore comment on dit assez sans hurler. Mais je savais que le premier pas venait d'être posé. Écrire la phrase, la dater, la garder. Le reste, la dignité, la loi, la lenteur des procédures, les gestes exacts, viendraient après. Un caillou après l'autre, comme on remonte un cours d'eau. Je me suis levée, j'ai rangé la tasse, j'ai éteint la lampe. Dans le salon, la valise attendait sous le lit, docile. Je l'ai laissée là, comme on laisse un compagnon fidèle dormir près de la porte, prêt à veiller. Dehors, Albi respirait, intacte. Dedans, je commençais à pas minuscules à me choisir. Le lendemain matin, j'ai ouvert les volets sur une lumière de métal. Albi avait ce gris net des lendemains où l'on n'a pas dormi. Et la ville semblait rangée au cordeau comme une ardoise, prête pour une nouvelle leçon. J'ai pris mon carnet noir et, au-dessous de la phrase encerclée de la veille, j'ai écrit « refaire l'inventaire ». Le mot m'a rassuré. Compter, classer, vérifier, je savais faire. On n'enseigne pas les mathématiques 30 ans sans apprendre à découper un chaos en étapes supportables. J'ai commencé par les années d'enfance d'Élise, puis j'ai remonté la pente des dépenses comme on remonte une rue pavée. L'école privée d'abord, parce qu'on m'avait dit au lycée La Pérouse que le réseau compte autant que les notes et que j'avais bêtement cru que l'amour se prouvait en règlement trimestriel. Les cours de danse, la clarinette,
les séjours linguistiques à Exeter, où elle avait envoyé 3 cartes postales sans un merci. Les chaussures de sport pour ne pas être la seule à n'en pas avoir. La chambre refaite 3 fois, les anniversaires avec des gâteaux plus grands que nos moyens. À l'époque, j'appelais ça investir dans sa confiance. Aujourd'hui, je voyais une autre colonne, celle où l'on apprend à confondre désir et dû. J'ai tourné la page. L'entrée dans la vie d'adulte d'Élise avait un parfum de lac et de promesses. Elle voulait être à son compte, ce que je respectais. Marc est apparu comme un décor lumineux, souriant, sûr de lui, avec des phrases arrangées pour plaire. Je me rappelle notre premier déjeuner à 3, place du Vigan. Sa montre trop neuve, ses mains qui allaient vite, sa façon de dire « Madame Roussel », comme on dit, investisseuse. Il parlait d'un salon de coiffure à reprendre dans le quartier Madeleine, d'un fichier client en or, d'une affaire qui ne demandait qu'un peu d'élan pour décoller. J'écoutais, et droite sur ma chaise, avec cette vieille subordination des mères, prête à pousser, prête à amortir la chute. En 2019, ils m'ont demandé de me porter caution pour un prêt professionnel de 120 000 €. Je me souviens du dossier posé sur ma table, des pages qui cliquetaient sous l'agrafeuse de la conseillère clientèle, du stylo qu'on vous tend avec un sourire rassurant. Ce n'est qu'une formalité, madame. Et puis vous savez, ils vont y arriver. J'avais demandé si l'engagement était proportionné à mes revenus. On m'avait montré des tableaux, des échéances échelonnées, des ratios tout à fait raisonnables. J'ai signé. Par amour, par confiance, par ignorance, par ce mélange confus dont on ne sait plus retrouver la part de chacun quand on a fait un pas de trop. Je suis rentrée à pied ce jour-là jusqu'à la rue Porta, comme on revient d'une salle d'opération en espérant que l'on a sauvé une vie. Je revois aussi, l'année suivante, la période des cotisations sociales en retard, la lettre recommandée qui avait fait battre mon cœur trop fort. « Ce n'est rien, maman, juste un trou d'air. On lit ça sur quelques mois », avait dit Élise, et j'avais puisé dans mon livret A pour permettre de respirer. J'ai gardé la trace des virements, non pour me les rappeler comme un inventaire de mérite, mais parce que j'ai cette manie du reçu, du justificatif, du dossier, qui parle mieux que les larmes. À force de colmater, je ne savais plus d'où venait l'eau. Je n'étais pas stupide, seulement confuse. J'avais mis en place une procuration sur mon compte courant, le temps que Marc se remette de sa hernie discale, pour dépanner, comme on prête une écharpe un soir de vent. Élise s'en était servie avec parcimonie, disait-elle, et je m'étais persuadée que nous demeurions 2 adultes responsables. J'avais mon téléphone, mes codes, la double authentification qui clignotait quand je validais un paiement, et je croyais que ces petites barrières techniques suffisaient à m'indiquer que je restais la gardienne de ma propre maison. En réalité, je gardais une porte entr'ouverte, par confort moral, par fatigue de dire non, mais par habitude d'être celle qui facilite. Assise à ma table ce matin-là, j'ai étalé les papiers comme des cartes à jouer dont il fallait enfin connaître la valeur. Le prêt professionnel, le tableau d'amortissement, les relevés des derniers mois, les étranges mouvements provisoires qui n'étaient jamais régularisés. Tout racontait une histoire au futur antérieur. On aura réussi grâce à toi. Sauf que, de réussite, je ne voyais que des cheveux balayés devant les miroirs, des stories de réseaux sociaux, des sourires filtrés et derrière, des chiffres qui boitaient. Je ne veux pas réécrire la vie à la lumière cruelle d'une seule phrase. Tout n'a pas été noir. Il y a eu des dimanches beaux comme des nappes blanches, des déjeuners où Élise riait la tête renversée, des mercredis où je gardais les enfants en refaisant le monde avec leur sérieux d'astronaute. Il y a eu des regards de gratitude, des merci maman, pas toujours fins, des bouquets déposés sur mon paillasson. Mais la pente était là, douce et obstinée, qui transformait la mer en guichet. On ne m'appelait plus pour s'asseoir à ma table, on m'appelait pour joindre les 2 bouts. Et moi, je savais acheter de la farine et des livres, pas l'amour. J'ai reposé les papiers. J'ai marché jusqu'à la fenêtre comme on se rend à l'estrade, au lycée, pour corriger une démonstration. Dehors, un facteur sifflait, une femme tirait un caddie, le monde tenait debout sans moi. Alors j'ai pensé à Carmo, au petit 2 pièces qui attendait, silencieux, depuis des années.
Je l'avais acheté un été où le soleil avait pris la ville en étau. On disait que c'était pour loger des étudiants, mais au fond de moi, je savais que c'était une porte dérobée. Une chambre où poser sa tête si la maison des autres devenait une scène hostile. Le studio sentait la peinture blanche et le bois verni. Chaque fois que j'y allais aérer, j'avais l'impression de visiter une version future de moi-même, plus légère, plus exactement à sa place. Le son de ma bouilloire a rempli la cuisine. J'ai pensé à mes anciens élèves. Je leur répétais que tout problème difficile commence par une bonne traduction. Traduire en langage clair ce que l'on veut. Et ce que je voulais, ce matin-là, ce n'était pas me venger. C'était m'extraire. Me décoller du rôle où on m'avait rangé, comme on retire un post-it pour le coller ailleurs. Je voulais occuper ma place, ni plus ni moins, bordée par la loi, éclairée par ma dignité et chauffée par une bienveillance qui ne se donne pas à crédit. J'ai ouvert un tiroir et j'ai pris un classeur vide. Sur la tranche, j'ai écrit au stylo « limite ». Le mot, soudain, avait moins la dureté d'une barrière que la douceur d'un garde-corps. J'y ai glissé la copie du prêt, les relevés, 2 captures d'écran de messages où l'on me remerciait d'avoir sauvé la mise, encore, et la photocopie de ma carte d'identité. J'ai glissé aussi une feuille blanche pour ce qui viendrait ensuite, une lettre à la banque, peut-être, un rendez-vous chez un notaire, sûrement un constat si nécessaire. Je n'avais pas la colère sauvage, j'avais l'énergie froide de ceux qui ont enfin cessé de nier le réel. Le téléphone a vibré encore. Pas d'Élise, cette fois. Marc. 3 phrases, trop polies pour être inquiétée. Super soirée hier. Merci pour la tarte. On passe te voir bientôt? Je n'ai pas répondu. Je me suis promis de ne pas me presser, de ne jamais plus décider dans la précipitation, de laisser chaque acte s'asseoir dans ma main avant de l'envoyer. J'ai rangé le classeur sur l'étagère du haut, à côté des impôts et des garanties. J'ai enfilé mon manteau. Au marché, la fleuriste m'a tendu 3 renoncules en cadeau pour éclairer la table. J'ai pensé que certaines lumières valent plus que d'autres. En remontant la rue, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Il ne m'a pas fait pitié. Il m'a semblé honnête, exactement ajusté à ce qu'il attendait. On n'écrit pas des équations sur une mer agitée, on attend que la houle se calme. Ma mère, ce jour-là, promettait le replat de l'après-midi. Je rentrerais, je ferais une soupe claire, je mettrais en ordre le tiroir des lettres et j'ouvrirais calmement un nouvel onglet dans ma vie. Le titre se tenait déjà en encre fine sur la première ligne, « Cessez de confondre aimer et tout payer ». Le surlendemain, j'ai décidé de donner une forme à mes limites. J'ai mis mon manteau sombre, j'ai fourré mon carnet noir dans mon sac et je suis sortie tôt avant que la ville ne se réchauffe de ses petites urgences. À la banque, place du Vigan, il faisait une odeur de papier sec et de parfum discret. Les fauteuils attendaient des hésitations et les conseillers souriaient comme on sait sourire aux gens qui pensent à leur argent. J'ai demandé à voir quelqu'un pour des modifications d'accès. Une jeune femme au tailleur clair m'a fait signe. Elle s'appelait Marion. Elle avait le regard attentif de ceux qui savent écouter sans promettre. Je me suis assise, droite, et j'ai posé mon carnet. Je lui ai expliqué calmement que j'avais accordé l'an passé une procuration ponctuelle à ma fille, le temps que son mari se remette d'une hernie discale, et que je souhaitais y mettre fin. Pas de scène, pas d'apitoiement, des faits, puis une décision. Marion a hoché la tête avec cette politesse neutre qu'on oppose à la vie des autres quand on y entre par obligation. Elle m'a imprimé un formulaire de révocation, m'a demandé ma pièce d'identité et a vérifié sur mon téléphone que la double authentification était bien activée pour les opérations sensibles. J'ai remplacé un code par un autre, j'ai modifié une adresse mail de secours et, à sa suggestion, j'ai ajouté une mention à mon dossier. Dossier client, aucune information à un tiers sans mandat écrit, signature manuscrite exigée, appel de confirmation sur numéro principal. Elle a prononcé ces mots avec un sérieux presque studieux et j'ai senti la netteté rassurante des choses bien nommées. Souhaitez-vous recevoir des alertes SMS en cas de virement supérieur à... J'ai choisi un seuil, j'ai choisi la sobriété. Nous avons aussi regardé une à une les domiciliations bancaires. J'ai mis fin à 2 prélèvements provisoires ouverts au nom d'Élise et jamais régularisés, ces petites saignées indolores qui, à la longue, vident la réserve.
Marion a imprimé un récapitulatif, une page propre, datée, tamponnée. Je l'ai glissé dans mon sac avec le sentiment discret qu'un verrou venait de se refermer sur une porte entrebâillée. En sortant, j'ai pris un café au comptoir d'en face, un de ces cafés trop rapides qui laissent sur la langue une âpreté de départ. J'ai noté dans mon carnet révocation, procuration, signée, alerte SMS activée, domiciliation nettoyée. Puis, j'ai marché jusqu'à la médiathèque. Parmi les rayonnages, j'ai cherché, sans en avoir l'air, un manuel pratique sur le droit des cautions, simplement pour apprendre les mots avant d'apprendre la bataille. Je n'ai rien emprunté. Je savais qu'il me faudrait bientôt un rendez-vous avec un notaire. Mais je n'étais pas prête à courir. Je voulais marcher, internaliser le tempo de ma propre décision. À midi, je suis rentrée rue Porta. J'ai préparé une soupe de carottes, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai laissé l'air froid me rappeler que j'avais un corps qui n'était à personne. Tout me paraissait net, presque trop simple. Une procuration révoquée n'est qu'un papier, mais je sentais, sous ce papier, un régime nouveau, comme un muscle qui reprend du tonus après une immobilisation. J'ai rangé la cuisine, j'ai discrètement ressorti mon classeur limite et j'y ai glissé le récapitulatif de la banque. J'ai mis un intercalaire compte, un autre prêt pro, un troisième preuve. Cela pouvait ressembler à une procédure. Pour moi, c'était un jardin de pierre, chaque caillou à sa place, pas de mauvaise herbe. Le téléphone a sonné vers 15 heures. Le numéro d'Élise, j'ai laissé filer. Un premier message vocal, une voix impatiente, presque rieuse. « Dis donc, maman, j'arrive pas à faire ce virement pour régler un fournisseur. Tu peux. » Puis un second, plus sec. C'est quoi ces histoires de code? Un troisième où le tutoiement se coinçait entre la gentillesse et l'ordre. On passe ce soir, on réglera ça ensemble. Je me suis contentée de noter l'heure et d'écrire message, virement, ton dur. Je ne voulais pas répondre à chaud. Je ne voulais plus jamais être l'urgence des autres. À 18 heures, on a frappé, pas un coup timide. 3 coups nets, impatients, comme on frappe à une porte qui vous appartient. J'ai ouvert. Élise, sans manteau, les joues rouges d'avoir traversé la ville vite, et derrière elle, Marc, les lèvres déjà arrondies pour une phrase utile. Je les ai laissés entrer sur le palier, pas plus loin. L'odeur de leur lac et de leur colère est restée dehors, comme tenue par une frontière invisible. « Alors » a dit Élise. Elle ne posait pas une question, elle tolérait une réponse. « Alors, j'ai révoqué la procuration, ai-je dit. » Ma voix m'a surprise par sa tenue. Elle était basse et claire, réglée comme une horloge de cuisine. Il y a eu un silence d'une seconde. Celui-là, je commence à le connaître, puis le ton est monté. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu joues avec notre travail, avec les salaires, avec tes petits-enfants. » Marc a tenté l'intermède. « On peut entrer, parler tranquillement ?» J'ai répondu non, simplement sans m'excuser. Je ne voulais pas cette scène dans ma cuisine. Je ne voulais plus d'odeur de reproche sur ma bouilloire. Alors Élise a choisi l'arme qu'elle manie le mieux, le mépris. On comprend mieux pourquoi papa fuyait les discussions. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es une reine parce que tu as 2 sous de côté. La phrase a ricoché sur la cage d'escalier, a accroché un voisin qui a entrouvert sa porte, puis l'a refermée aussitôt. J'ai senti la brûlure familière monter aux joues, cette envie antique de se justifier, de démontrer, de prouver qu'on n'est pas une mauvaise mère. Je l'ai laissé passer, comme on laisse passer une vague. J'ai respiré. Ce ne sont pas des 2 sous, ai-je dit. Ce sont mes comptes, ce sont mes codes, ce sont mes limites. Élise a tenté la douceur stratégique, un sourire trop vite revenu sur son visage. Maman, on a juste besoin de toi pour quelques jours. Il y a un fournisseur qui met la pression. Après, on remet tout d'aplomb. C'est notre période creuse, tu sais bien. Marc a ajouté un « On sait que tu peux » qui m'a fait penser aux fois où, enfant, Élise me présentait un bulletin à signer en cachant la note d'en dessous. Je n'ai pas bougé. Non, ai-je dit. Je ne peux pas. Et même si je pouvais, je ne veux pas. Les mots sont sortis sans violence, mais avec une densité que je ne me connaissais plus. Ils m'ont tenu debout comme 2 piliers. Alors, la colère est revenue, nue. « Tu nous mets en danger !» J'ai indiqué la rambarde du palier de la main, ce garde-corps froid contre ma paume. Je me mets, enfin, à l'abri.
Je crois que c'est à cette seconde que ma fille a compris qu'il ne s'agissait pas d'un caprice, mais d'un mouvement tectonique. Elle a vacillé au sens propre, un petit pas en arrière, une hésitation, puis le masque s'est fixé. « Très bien, a-t-elle tranché. Fais ta vie, mais ne viens pas pleurer quand tout s'écroulera. » Le mot « pleurer » a été lâché comme un caillou vers un puits. Marc l'a effleuré du bras, l'a tourné vers l'escalier. Ils sont partis en claquant des talons et le bruit est descendu les marches comme une pluie sèche. J'ai fermé la porte, doucement. J'ai noté l'heure dans mon carnet, 18h27. J'ai décrit la scène en quelques lignes, sans adjectif inutile. Présence de Marc, ton d'Élise, propos. J'ai indiqué témoin possible, voisin palier gauche, puis j'ai refermé le carnet. Mes mains tremblaient un peu, non de peur, mais d'effort. Dire non n'est pas gratuit. C'est une dépense musculaire, une petite ablation du geste automatique qui consistait, depuis 40 ans, à trouver une solution. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai croisé mon regard dans le micro-ondes. Il ne fuyait plus. Dans la soirée, 3 messages sont tombés à la suite sur mon téléphone. Un, gris et froid, listant des chiffres, des échéances, des c'est ta faute si. Un, plus vif, où l'on m'accusait d'abandonner mes petits-enfants. Un, tout en capital que j'ai cessé de lire à la moitié. Je les ai enregistrés dans un dossier. Je les ai nommés par leur heure. J'ai respiré. J'ai décidé de ne pas répondre. Ni ce soir, ni demain. Je me suis préparé une tisane. La bouilloire a repris sa vieille musique de grillon. Plus tard, j'ai ouvert mon classeur et j'ai glissé une feuille blanche sous l'intercalaire « Preuve ». J'y ai écrit « Scène palier 18h27 ». Puis en dessous, « Demander rendez-vous notaire ». Commissaire de justice si nécessité de constat futur. Le mot commissaire de justice m'a paru technique et juste, comme la bonne unité dans un calcul. Je n'avais pas ce soir-là le goût de la guerre. J'avais le goût des procédures lentes qui vous redonnent la main. J'ai éteint la lumière, j'ai posé le carnet sur la table comme on pose un diapason. Le silence a trouvé sa note dans l'appartement, et dans ce silence, j'ai senti remonter de très loin une force qui ne criait pas. Une force qui sait écrire, dater, signer, attendre. Une force de femme qui ne demande plus l'autorisation d'exister. 2 jours plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de mettre des mots officiels sur ce qui, jusque-là, n'était qu'une suite de notes au crayon dans mon carnet. J'ai décroché le téléphone et pris rendez-vous chez Maître Girard, notaire à Albi. La secrétaire m'a donné un créneau en fin de matinée. Je me suis préparée comme on se prépare à un contrôle, pas pour plaire, mais pour être net. Papier trié, dossier limite sous le bras, lunettes propres, stylo qui écrit du premier coup. Sur le chemin, la ville avait ce pas tranquille des jours où rien ne ressemble à une catastrophe. Et pourtant, je sentais sous ma peau la tension nouvelle d'une femme qui ne veut plus laisser la chance décider. 2 jours plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de mettre des mots officiels sur ce qui, jusque-là, n'était qu'une suite de notes au crayon dans mon carnet. J'ai décroché le téléphone et pris rendez-vous chez Maître Girard, notaire à Albi. La secrétaire m'a donné un créneau en fin de matinée. Je me suis préparée comme on se prépare à un contrôle. Pas pour plaire, mais pour être net. Papier trié, dossier limite sous le bras, lunettes propres, stylo qui écrit du premier coup. Sur le chemin, la ville avait ce pas tranquille des jours où rien ne ressemble à une catastrophe. Et pourtant, je sentais sous ma peau la tension nouvelle d'une femme qui ne veut plus laisser la chance décider. L'étude de Maître Girard sentait la cire neuve et le papier ancien. Des dossiers dormaient sur des étagères, étiquetés d'écritures serrées. Je me suis sentie à ma place parmi ces preuves qui savent attendre. Le notaire m'a reçu sans solennité, avec une politesse droite. Je n'avais pas besoin de compassion, j'avais besoin d'orthographe juridique. Je lui ai expliqué l'anniversaire, la phrase, puis la scène sur le palier, sans effet de manche. Ensuite, j'ai ouvert mon classeur et j'ai posé les pièces. La copie du prêt professionnel de 2019, le tableau d'amortissement, les relevés montrant mes virements provisoires, la révocation de procuration bancaire datée de la veille, les captures d'écran des messages vocaux retranscrits. J'ai terminé par ma carte d'identité et le relevé de ma pension de retraite, comme on pose la base d'un calcul. Il a feuilleté, a pris quelques notes au crayon, puis a redressé légèrement ses lunettes.
Sa voix avait ce grain mesuré qui tient les émotions à distance sans les humilier. Madame Roussel, il y a plusieurs sujets distincts et nous allons les traiter l'un après l'autre. D'abord, vos comptes personnels. Vous avez bien fait de révoquer la procuration et d'installer des alertes. Ensuite, la scène du palier et les messages. Si vous le souhaitez, nous pouvons faire intervenir un commissaire de justice pour un constat des messages reçus et, le cas échéant, de témoignages. Enfin, la question essentielle, votre engagement de caution. Il a posé l'index sur le contrat de 2019. On parle de cautionnement, pas d'hypothèque. On ne demande pas une main levée, mais une décharge de caution. Ce n'est pas automatique. Il existe plusieurs voies. Une négociation avec la banque pour substituer une autre garantie, hypothèque sur un bien des débiteurs, nantissement sur le fonds de commerce, ou un engagement écrit de la banque vous déchargeant selon des conditions déterminées, par exemple l'exécution d'un plan d'appurement. À défaut, on peut aussi faire valoir la disproportion manifeste de votre engagement au jour de la signature, mais cela relève du juge. J'ai hoché la tête. Les mots prenaient place comme des pièces d'échiquier, chacun avec sa marche. Avant toute chose, poursuivit-il, fixons les faits. Je vous conseille de faire dresser un constat des messages et d'acter par écrit votre volonté d'encadrer désormais toute aide. Sur la caution, nous allons écrire à la banque en recommandé avec accusé de réception, en leur exposant votre situation, âge, revenus, patrimoine et le contexte des difficultés du débiteur principal. Nous demanderons l'étude d'une décharge et proposerons que cela s'inscrive dans une solution globale avec votre avocat. Le mot « nous » m'a fait plus de bien que je ne l'aurais cru. Je n'étais plus seul au tableau. Il a appelé son clerc pour établir un premier courrier. Je dictais, lui reformulais en langage précis. Je sous-signais « Révoque toute aide financière non encadrée et demande qu'aucune information ne soit délivrée à ma fille sans mandat écrit de ma part. » Chaque phrase était une couture serrée sur une étoffe qui s'est trop détendue. Nous avons ajouté que je souhaitais la mise en place d'une médiation familiale si un jour les échanges redevenaient possibles. Je n'avais pas d'appétit pour la casse, j'avais faim de cadre. À la fin de l'entretien, il m'a proposé de m'orienter vers un avocat pour la partie contentieuse éventuelle, Maître Perrin, dont il appréciait la solidité et l'absence de théâtre. J'ai accepté. Avant de partir, il a glissé dans une chemise cartonnée la copie du courrier à la banque, à signer chez moi, et une liste courte, pièces à fournir, relevés, attestation de pension, inventaire sommaire de mon patrimoine. Je me suis levé, mes papiers en ordre. La secrétaire a pris date pour une nouvelle rencontre dans 15 jours, ou plutôt si la banque répond. 15 jours, c'était supportable. L'avenir s'écrivait en délai concret, pas en nuit blanche. En sortant, j'ai appelé le cabinet d'un commissaire de justice. La voix au bout du fil a été claire. Nous pouvons intervenir pour un constat des messages. Apportez-nous le téléphone, nous fixerons l'horodatage et la teneur, nous produirons un procès-verbal. Nous avons pris rendez-vous le lendemain matin. J'ai aimé la simplicité de cette chaîne. Un fait, un constat, une date. Je ne cherchais pas à humilier ma fille, seulement à cesser l'arbitraire des versions. L'après-midi, j'ai poussé la porte du cabinet de Maître Perrin. Il avait un bureau sévère où rien ne traînait, sauf un code civil ouvert et un calendrier barré de traits nets. Je lui ai exposé à nouveau les faits et les pièces. Il m'a posé 2 ou 3 questions très concrètes, du genre qui ne supportent pas l'approximation. Vos revenus annuels en 2019? Votre épargne alors? Étiez-vous informé du chiffre d'affaires réel du salon au moment de la signature? Puis il a conclu sans pathos, nous allons ouvrir un dossier. D'abord, la voie amiable. Courrier notarié à la banque, sollicitation d'un avenant pour décharge de caution via substitution de garantie. En parallèle, je rédige une mise au point à destination d'Élise et de son mari. Courtoise, ferme, écrite. Si les pressions continuent, nous saisirons au besoin le juge des contentieux de la protection si elle tente une mesure inappropriée à votre encontre. Il a croisé les mains. Je vous demande une discipline. Pas de réponse à chaud, pas d'échange qui dégénère, tout passe par écrit, daté. Les mots qui comptent sont ceux qu'on peut produire. Je lui ai promis.
Cette règle s'ajoutait à mes 2 talismans, non et assez, comme une pierre de plus sur un gué. En rentrant, rue Porta, j'ai fait halte à la poste pour affranchir la lettre en recommandé AR destinée à la banque. Le guichetier a collé l'étiquette, a tamponné avec une exactitude qui m'a presque émue. J'ai glissé dans mon classeur la preuve de dépôt, derrière l'intercalaire Prêt Pro. Chez moi, j'ai disposé sur la table les étapes à venir. Constat de main, réponse de la banque à attendre, rendez-vous de suivi chez le notaire dans 15 jours, consigne de l'avocat. Chaque ligne avait la densité d'un clou planté au bon endroit. La soirée s'est écoulée avec cette lenteur attentive qu'ont les heures quand on a rempli sa part et qu'on accepte de laisser le réel produire sa musique. J'ai préparé un gratin, j'ai feuilleté un roman sans vraiment lire. Le téléphone, étonnamment, s'est tu. Peut-être que la surprise côté Élise avait cédé la place à une forme de calcul. Je connaissais sa façon de rentrer dans les virages. Elle testait d'abord les endroits où cédait la matière. Cette fois, la matière ne céderait pas. Plus tard, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de janvier avait une odeur de linge froid. J'ai pensé à Carmo, au studio silencieux, au volet qu'il faudrait peut-être ouvrir plus souvent, à la clé qui dormait sur mon porte-clés. Je n'avais pas encore décidé de partir. Je voulais d'abord vérifier que dans ma propre maison, je pouvais vivre sans le bruit qui me volait mes phrases. Je me suis couché tôt, pour une fois. Le sommeil est venu comme un chien fatigué. Il m'a trouvé debout et s'est allongé à mes pieds. Le lendemain, au cabinet du commissaire de justice, j'ai tendu mon téléphone. On a pris des photos des messages, noté les heures, retranscrit les vocaux avec leurs inflexions agressives. Le procès-verbal a été rédigé en ma présence, relu, signé, tamponné. Il ne contenait aucune poésie, aucun frisson. Il contenait la vérité utile, celle qui ne tremble pas quand on la pose sur un bureau. En sortant, j'ai glissé l'exemplaire dans mon classeur, derrière l'onglet « Preuves ». Je me suis incliné intérieurement devant cette chose austère qu'on appelle l'état de droit. Cette grande table où l'on apporte son morceau de réalité pour qu'il soit vu tel qu'il est. En repassant par la place du Vigan, je me suis offert un bouquet de renoncules. La fleuriste m'a dit « Elles tiennent bien, celles-là ». J'ai souri. J'ai pensé à mes propres tiges, à ma sève qui revenait, au vase que je me fabriquais avec des mots exacts et des gestes écrits. Rien, ce jour-là, n'était spectaculaire. Et pourtant, je le sentais. Le décor avait bougé d'un cran. Ce n'était plus la maison de ma fille qui donnait la mesure. C'était ma table, mon carnet, mes dates, mes signatures. Le reste, l'affolement des autres, leurs calculs, leurs humeurs, se déroulerait en dehors de moi, peut-être contre moi, mais désormais il rencontrerait des bords. Un cadre, une femme, et la loi posée entre nous comme une nappe blanche qu'on ne salit plus. Le dimanche suivant, j'ai préparé un gâteau au yaourt pour les enfants. 3 œufs, un pot de sucre, 2 de farine, la douceur ordinaire d'une grand-mère qui se croit encore utile. J'avais glissé dans mon sac 2 livres d'images récupérés à la médiathèque et une écharpe bleu pétrole tricotée pendant les longues soirées de décembre. À 12:15, j'ai envoyé un message à Élise. Je passe à 14 heures pour voir les petits. La réponse est arrivée en 3 mots, sec comme une allumette. Pas aujourd'hui, merci. J'ai relu la phrase, je l'ai replacée dans son cadre. Ce n'était pas une négociation, c'était un panneau interdit. J'ai posé le téléphone à plat, j'ai couvert le gâteau d'un torchon et je suis allé marcher sur les quais du Tarn. Les mouettes écrivaient des parenthèses blanches dans le ciel. En rentrant, j'ai noté la réponse d'Élise dans mon carnet, puis j'ai rangé les livres d'images sur l'étagère, comme on range une parole qu'on ne vous a pas laissé dire. J'ai pensé à ces centaines de dimanches où j'avais tenu la maison pendant que là-bas, au salon, Élise faisait la caisse et Marc fermait. J'avais aimé cette utilité silencieuse, cette place exacte que me donnaient les enfants avec leurs questions absolues. Le refus d'aujourd'hui avait la netteté d'une frontière posée à mon tour. Je revendiquais mon argent, elle verrouillait sa progéniture. J'ai fait du thé, je l'ai laissé refroidir, j'ai vidé la tasse dans l'évier. La maison avait ce bruit de coquille où l'on s'entend penser. Le mardi, un premier courrier de la banque est arrivé. Enveloppe blanche, logo bleu, formule polissée. Mise en demeure de régulariser les échéances du prêt professionnel NME.
Les mots avaient l'odeur des salles d'attente, impersonnels et implacables. On convoquait Élise et Marc à un entretien de situation. On leur rappelait la possibilité d'un plan d'appurement et, à défaut, les suites conformément aux dispositions légales, jusqu'au commandement de payer valant saisie du fonds de commerce. Je me suis assise, j'ai relu 2 fois, j'ai glissé la lettre dans l'intercalaire pré-pro et j'ai scotché le reçu de la poste à côté, comme on épingle un papillon fragile pour qu'il ne s'échappe plus de son nom. Vers 17 heures, Marc a appelé. Sa voix cherchait la bonne distance entre l'amabilité et l'alarme. On a reçu un courrier. Tu sais, les banques grossissent toujours. On doit aller les voir jeudi. Tu pourrais. Je l'ai interrompu doucement. Je n'ai pas ma place à cet entretien. Un silence a suivi, troué d'un soupir à l'autre bout. D'accord. On te tiendra au courant. C'était presque une promesse, presque un avertissement. J'ai raccroché. J'ai porté la main à la rambarde de la fenêtre. Le métal était froid, loyal. Le soir, Élise a publié sur les réseaux une photo d'elle au salon, sourire franc, légende brillante. On ne lâche rien. Merci à nos clientes fidèles. Un peu plus bas, dans les commentaires, une phrase a retenu mon souffle. Certaines personnes devraient soutenir leur famille au lieu de compliquer les choses. Un prénom me désignait sans me nommer. La morsure a été brève. J'ai pris une capture d'écran, j'ai envoyé le fichier à l'adresse du cabinet, objet, publication diffamatoire potentielle. Je n'avais pas de goût pour les dénonciations. J'avais choisi la précision. À 23 heures, Maître Perrin a répondu d'un bien reçu qui valait un garde du corps invisible dans mon couloir. Le jeudi, jour de l'entretien bancaire, j'ai nettoyé la cuisine plus longtemps que nécessaire. À 10h12, une alerte SMS est apparue. Tentative de virement en ligne depuis mon compte, refusée, double authentification non validée. Je me suis immobilisée, chiffon en l'air. J'ai ouvert l'application. L'anomalie venait de l'adresse IP habituelle d'Élise. Elle devait encore croire qu'un oubli m'avait échappé. J'ai fait une capture, j'ai noté l'heure, j'ai appelé la banque. Marion a confirmé, posé, rien n'est passé. Je renforce l'alerte sur votre profil. Aucun tiers n'aura d'informations sans mandat signé et vérification téléphonique. Sa voix calme a remis de l'ordre dans mon diaphragme. J'ai ajouté la capture au classeur, derrière compte. À 12h40, Marc a laissé un message vocal. La réunion s'était mal passée. Ils ont parlé d'échéance, de déchéance du terme, de garantie, de ce commandement pour saisir le fonds. Tu vois? Ils exagèrent, c'est leur boulot. On va trouver un arrangement. Si tu nous aides pour passer le cap. La phrase s'est dissoute dans un souffle. J'ai écouté jusqu'au bout. La demande n'avait pas de verbe clair, seulement une pente connue. J'ai enregistré le message, j'ai rangé la casserole. À 14h, Élise a envoyé un SMS. Tu as dû voir l'alerte, c'est un bug. On passe à 18h pour régler. J'ai répondu par écrit. Pas de rendez-vous ce soir. Toute demande passe par écrit à mon avocat. Je n'ai ajouté aucun adjectif. Les adjectifs attirent les incendies. À 18h justement, alors que je m'y attendais, on a frappé. Même cadence qu'au P3. 3 coups nets. J'ai ouvert la porte sur l'entrebâillement de la chaîne. On ne va pas s'engueuler dans le couloir, a dit Marc. Personne ne s'engueule, ai-je répondu. Élise tenait un dossier rouge, épais d'imprimé. Tu ne peux pas laisser faire ça. Tu sais ce que ça veut dire, une saisie? Les salariés, les fournisseurs et tes petits-enfants. Les mots petits-enfants étaient toujours sa meilleure monnaie. J'ai laissé glisser le chantage devant moi, comme une pluie qui ne vous concerne plus quand vous avez enfin trouvé le bon toit. J'ai reçu la mise en demeure, ai-je repris. La banque vous a convoqué. Je n'ai pas été invité. Mes comptes sont sécurisés. Pour le reste, adressez-vous à mon avocat. Elle a secoué la tête, a soufflé par le nez, ce vieux geste d'ado contrariante qui me faisait autrefois céder. Cette fois, le ressort ne s'est pas déclenché. La discussion n'a pas duré. Parce que je ne proposais ni solution, ni délai, ni enveloppe, elle s'est arrêtée d'elle-même, comme une roue qui cesse de tourner faute de main pour l'entraîner. En partant, Élise a lancé sans me regarder. « Tu viens dimanche ?» J'ai répondu « Si c'est pour voir les enfants, oui. Si c'est pour l'argent, non. » La chaîne a cliqueté quand j'ai refermé. J'ai ri, brièvement d'un rire sans joie mais sans amertume. Je venais de réussir une phrase qui tenait debout toute seule.
Le vendredi matin, un mail de la banque est tombé sur ma boîte. Accusé de réception de la lettre recommandée rédigée par le notaire, ouverture d'une étude de situation concernant ma décharge de caution. Il demandait des pièces complémentaires, montant de ma pension, relevé d'épargne en 2019, état estimatif de mon patrimoine. J'ai sorti le classeur, j'ai coché sur la liste de Maître Girard, pension OK, épargne 2019 à reconstituer, inventaire à faire. J'ai commencé l'inventaire comme on bâtit un pont, ligne après ligne, sans gloriole, avec une exactitude sèche. L'exactitude, pour moi, avait toujours été une consolation. L'après-midi, au marché, j'ai senti les regards de 2 clientes du salon se poser sur moi, avec cette compassion mêlée de commérage qui colle aux histoires dès qu'elles deviennent publiques. L'une a dit à l'autre, pas assez bas, on dit que la mer bloque tout. J'ai payé mes pommes, j'ai relevé le menton, j'ai traversé la place. Ce n'était pas une scène, seulement un petit courant d'air froid à l'endroit du cœur. Chez moi, j'ai écrit une phrase dans le carnet, on dit. Puis j'ai ajouté sur la ligne suivante, la loi dit, cela m'a suffi. Le soir, j'ai sorti de l'armoire le sac à dos qui me sert pour les voyages en TER. Pas pour partir, pour me rappeler que je le pouvais. J'ai vérifié la fermeture éclair, le compartiment pour les papiers, la poche discrète où je glisse d'ordinaire une photo. J'y ai remis une vieille image, Élise petite, 6 ans à peine, les genoux crottés, un sourire plein de fierté parce qu'elle avait réussi seule à attacher ses lacets. J'ai longtemps regardé le nœud, simple et franc. On apprend tôt à faire des nœuds, on apprend plus tard à les défaire. À 22h, j'ai reçu un mail de Maître Perrin. Banque contactée. Nous sollicitons un rendez-vous tripartite avec le service risque pour étudier un avenant prévoyant votre décharge par substitution de garantie. En parallèle, merci de ne répondre à aucune provocation. Je propose de formaliser une lettre à Élise rappelant le cadre, pas d'accès à vos comptes, pas de sollicitation directe, échange uniquement par écrit. J'ai répondu « d'accord ». Je me suis couchée avec le sentiment étrange d'avoir déplacé quelque chose de lourd de quelques centimètres. Pas assez pour que le monde s'en rende compte, assez pour que mon dos respire. Le samedi, en fin de matinée, la sonnette a retenti. Ma voisine du palier gauche, celle dont la porte s'était entr'ouverte l'autre soir, tenait une assiette de madeleine. Pour vous, Jeanne, et si vous avez besoin, j'étais là l'autre jour. Elle a rougi d'avoir dit trop. Je l'ai remerciée d'un geste. J'ai posé l'assiette sur la table. Les madeleines sentaient l'enfance sage et la solidarité discrète. J'ai compris que dans cette histoire, je n'étais pas un cri isolé dans une cage d'escalier. J'étais une femme entourée d'autres femmes qui savent ce que c'est que de se tenir debout face au vent. Le dimanche, j'ai sonné chez Élise à 14h. Les enfants m'ont sauté au cou. Leur étreinte a essuyé d'un coup plusieurs jours de poussière. Dans le salon, Marc a salué d'un signe bref. Élise a tenu ses distances polies. Nous avons joué, lu, dessiné. À un moment, ma petite fille a demandé « Mamie, pourquoi tu n'as pas mangé le gâteau dimanche dernier ?» J'ai répondu « Parce que parfois, on apprend à dire non pour mieux dire oui après. » Elle a hoché la tête très sérieusement, comme le font les enfants quand ils sentent que les adultes parlent vrai. En rentrant, j'ai noté la phrase dans le carnet. Elle m'appartenait autant qu'à elle. Le soir tombait quand j'ai refermé ma porte. Dans la pénombre, le classeur limite dessinait une silhouette sobre sur l'étagère. J'ai senti, comme un courant profond, que la prochaine vague viendrait de la banque. Et j'étais prête. J'avais mes papiers, mes témoins, mes refus, mes oui pour l'essentiel. La colère s'était transformée en géométrie. Et de cette géométrie, je ferais coûte que coûte une maison habitable. Le lundi suivant, à 8h03, le téléphone a sonné. Un numéro de cabinet médical que je connaissais trop bien, celui du docteur B, notre généraliste de quartier. Sa voix avait cette onctuosité prudente qu'on réserve aux sujets glissants. « Madame Roussel, votre fille m'a fait part de quelques inquiétudes, de petits oublis, de factures mal rangées. Elle se demande s'il ne faudrait pas envisager pour votre sécurité une mesure de protection. » Les mots, posés l'un après l'autre, formaient un radeau où l'on m'invitait à monter pour me sauver de ma propre mère. J'ai senti ma nuque se raidir.
J'ai répondu doucement que mes factures étaient classées par mois et par nature dans un classeur bleu, que j'avais désigné un avocat, qu'un notaire suivait mon dossier et que je n'acceptais aucune évaluation clinique improvisée sur la foi de rumeurs. Le docteur a marqué un temps, blessé sans doute qu'on récuse son zèle. Très bien, voyez peut-être un confrère. Nous en sommes restés là, poliment. J'ai raccroché et j'ai noté l'heure dans mon carnet. Puis j'ai appelé Maître Perrin. Sa voix, droite comme un fil, n'a pas traîné. S'il y a une velléité de tutelle ou de curatelle, il leur faudra un certificat médical circonstancié émanant d'un médecin inscrit sur la liste du tribunal. Nous allons devancer. Je vous adresse 2 noms. Prenez rendez-vous. Nous verserons le certificat à un dossier préventif afin de couper court à toute manœuvre. Il a ajouté, plus bas, « Ne vous laissez pas piéger par des tests au débeauté chez le généraliste de famille. Nous restons dans la procédure. » J'ai remercié. La procédure, pour moi, était devenue une berceuse exacte. À 10h15, j'avais un rendez-vous pour le lendemain avec le docteur L, un gériatre inscrit auprès du tribunal judiciaire d'Albi. J'ai rassemblé mes papiers. Carte d'identité, ordonnance en cours. Rien de lourd, du magnésium pour les crampes, un peu de vitamine D, relevé de banque, liste de mes dépenses mensuelles et mon classeur limite, où chaque intercalaire sonnait comme une mesure de musique. J'ai même ajouté une feuille où j'avais recopié de mémoire mes rendez-vous de la semaine précédente, les achats, les appels, pour ne pas dépendre du hasard quand viendrait le moment de répondre. En début d'après-midi, Élise a tenté une conversation par message. Des phrases qui feignaient l'inquiétude. « Maman, on s'inquiète, tu te coupes de tout le monde, tu refuses de l'aide. » J'ai répondu une seule ligne. « Je vois demain un médecin inscrit. Le mot inscrit n'est pas un glaive, mais c'est un garde-corps. Ils mettent une rambarde entre l'arbitraire et moi. » Le silence a suivi, étonné, puis un émoji roulé en yeux. Je n'ai pas insisté. Le lendemain, à l'heure dite, je me suis assise devant le docteur L. Son cabinet ne ressemblait pas à un tribunal. Pourtant, tout y était plus net que dans bien des cuisines. Il a commencé par m'écouter raconter mon quotidien, ma pension, mes démarches récentes. Banque, notaire, avocat, commissaire de justice. J'ai sorti mon carnet, je lui ai lu, sans trembler, la phrase de l'anniversaire, la date de la scène sur le palier, la trace de mes noms nouveaux. Il a noté, sobrement. Puis il m'a proposé des épreuves simples. Orientation, mémoire immédiate et différée, calcul mental, abstraction. J'ai souri à l'exercice du 100-7, répété. Les chiffres, mes vieux compagnons, sont venus se ranger d'eux-mêmes. Quand il m'a demandé de reproduire un dessin, ma main a retrouvé la précision d'antan, celle avec laquelle j'écrivais au tableau. À la fin, il a rangé sa feuille et m'a regardé longtemps, ni indulgent ni dur, simplement ajusté. « Madame Roussel, je vais rédiger un certificat médical circonstancié. Il conclura à l'absence d'altération de vos facultés pour pourvoir seul à vos intérêts. Vous n'êtes pas sous l'emprise d'un trouble cognitif. Vous êtes fatigué, c'est tout. Fatigué d'avoir trop dit oui. » J'ai senti à cet instant une lanière invisible se défaire autour de ma poitrine. Il m'a demandé de repasser l'après-midi pour signer le document en double exemplaire, l'un pour moi, l'autre à destination de mon avocat. Je suis sortie légère comme une messagère enfin sûre de son texte. Dehors, Albi avait l'air habitable. J'ai traversé la place comme on passe un col. Je savais qu'en face, l'air serait le même, mais que mes poumons, eux, seraient différents. À la médiathèque, j'ai rendu mes livres d'images pour les enfants sans les ouvrir, non pas par amertume, mais par économie de geste. Puis j'ai pris un sandwich et je me suis assise au soleil maigre de midi. Un message de Marc a vibré. On a vu avec la banque un plan d'appurement. Si tu valides que tu restes caution, on nous laisse respirer. J'ai fermé les yeux. Même musique, autre couplet. J'ai répondu, je suis engagé dans une demande de décharge de caution. Adressez-vous à mon avocat. Rien d'autre. À 15h, je suis retournée au cabinet du docteur L. Il m'a remis le certificat, relié d'un trombone, daté, signé, avec son inscription mentionnée en tête. Je l'ai lu debout, par réflexe d'ancienne prof quand un élève lui tend un devoir. Orthographe parfaite, phrase claire, conclusion sans embâge. Je lui ai serré la main. En rentrant, j'ai scanné le document et l'ai envoyé à Maître Perrin. Objet, certificat médical circonstancié,
absence d'altération. Il a répondu presque aussitôt. Parfait. J'adresse une mise au point écrite à votre fille. Toute allusion à une mesure de protection sera considérée comme abusive. Je joins le certificat. Je me suis assise, j'ai attendu que cette phrase s'installe dans ma cuisine comme un meuble solide. À 17 heures, Élise a appelé. J'ai décroché. Sa voix cherchait une brèche. Tu es allée t'inventer un papier qui dit que tout va bien? Tu te rends compte de ce que tu fais, maman? Tu nous mets devant des murs. J'ai dit, ce ne sont pas des murs, ce sont des bords. Elle a ri, un rire court, tranchant. Tu joues sur les mots. J'ai pensé à toutes les années où, faute de mots exacts, j'avais laissé passer des gestes flous. Les mots, Élise, nous sauvent quand il y a du vent. Elle a raccroché. Le vent, ce soir-là, avait tourné en ma faveur. Plus tard, ma voisine du palier a glissé un mot sous ma porte. Si besoin, je témoigne. J'étais là l'autre soir. J'ai ajouté la petite carte au dossier preuve. Je n'avais pas l'intention de la brandir, seulement de la garder, comme on garde au sec une allumette inutilisée. J'ai allumé la bouilloire. La vapeur a dessiné un voile sur la fenêtre. Dans ce flou, je me suis revue des années plus tôt, penchée sur des cahiers d'élèves, à corriger sans colère des erreurs sincères. Je pouvais pardonner des erreurs. Je ne pouvais plus accepter des stratégies. Le lendemain matin, un courrier de Maître Perrin est parti en recommandé vers Élise et Marc. J'en avais reçu copie, 3 pages courtoises rappelant le cadre. D'abord, l'existence d'un certificat médical circonstancié concluant à l'absence de toute altération. Ensuite, l'inutilité et le caractère injustifié de toute saisine du juge des contentieux de la protection. Puis, l'information que toute sollicitation relative à mes comptes devait cesser sous peine de dépôt de plainte en cas de pression ou de diffamation. Enfin, une ouverture, proposition d'une médiation familiale si, à l'avenir, il souhaitait reprendre des échanges posés, loin de l'argent et des violences de mots. Chaque alinéa était une marche, on pouvait monter sans trébucher si l'on acceptait d'avoir les mains libres. Dans l'après-midi, la banque a accusé réception du courrier du notaire. Étude de votre demande de décharge de caution en cours. Proposition de rendez-vous avec le service risque. Je me suis regardée dans la glace du couloir. Je n'avais pas rajeuni. Je n'étais pas devenue une héroïne. J'étais une femme de 71 ans qui avait enfin remis l'équerre sur sa table, qui avait aligné ses mots avec ses actes et qui laissait la gravité faire son travail. Ce qui n'est pas tenu tombe, ce qui est tenu se tient. Le soir, j'ai marché jusqu'au Tarn. Sur l'eau, un reflet gris se cassait contre les piles du pont. J'ai pensé à Carmo, à la clé qui dormait encore sur mon porte-clés. Je n'avais pas fui, j'avais avancé. La tentative de tutelle, cette vieille ruse facile que tant de femmes avalent en silence, venait de casser contre un papier bien fait. Il n'y avait rien à célébrer. Il y avait à continuer. En rentrant, j'ai écrit dans mon carnet « Aujourd'hui, j'ai mis de la loi entre elle et moi ». Puis j'ai fermé le carnet. Et j'ai dormi, d'un sommeil sans message, sans alerte, sans sursaut. Un sommeil d'humain, tout simplement. À 15 heures, je suis retournée au cabinet du docteur L. Il m'a remis le certificat, relié d'un trombone, daté, signé, avec son inscription mentionnée en tête. Je l'ai lu debout, par réflexe d'ancienne prof, quand un élève lui tend un devoir. Orthographe parfaite, phrase claire, conclusion sans embâge. Je lui ai serré la main. En rentrant, j'ai scanné le document et l'ai envoyé à Maître Perrin. Objet, certificat médical circonstancié, absence d'altération. Il a répondu presque aussitôt « Parfait. J'adresse une mise au point écrite à votre fille. Toute allusion à une mesure de protection sera considérée comme abusive. Je joins le certificat. » Je me suis assise. J'ai attendu que cette phrase s'installe dans ma cuisine comme un meuble solide. À 17 heures, Élise a appelé. J'ai décroché. Sa voix cherchait une brèche. « Tu es allée t'inventer un papier qui dit que tout va bien? Tu te rends compte de ce que tu fais, maman? Tu nous mets devant des murs. » J'ai dit, ce ne sont pas des murs, ce sont des bords. Elle a ri, un rire court, tranchant. Tu joues sur les mots. J'ai pensé à toutes les années où, faute de mots exacts, j'avais laissé passer des gestes flous. Les mots, Élise, nous sauvent quand il y a du vent. Elle a raccroché. Le vent, ce soir-là, avait tourné en ma faveur. Plus tard, ma voisine du palier a glissé un mot sous ma porte. Si besoin, je témoigne.
J'étais là l'autre soir. J'ai ajouté la petite carte au dossier preuve. Je n'avais pas l'intention de la brandir, seulement de la garder, comme on garde au sec une allumette inutilisée. J'ai allumé la bouilloire. La vapeur a dessiné un voile sur la fenêtre. Dans ce flou, je me suis revue des années plus tôt, penchée sur des cahiers d'élèves, à corriger sans colère des erreurs sincères. Je pouvais pardonner des erreurs. Je ne pouvais plus accepter des stratégies. Le lendemain matin, un courrier de Maître Perrin est parti en recommandé vers Élise et Marc. J'en avais reçu copie. 3 pages courtoises rappelant le cadre. D'abord, l'existence d'un certificat médical circonstancié concluant à l'absence de toute altération. Ensuite, l'inutilité et le caractère injustifié de toute saisine du juge des contentieux de la protection. Puis, l'information que toute sollicitation relative à mes comptes devait cesser, sous peine de dépôt de plainte en cas de pression ou de diffamation. Enfin, une ouverture, proposition d'une médiation familiale si, à l'avenir, il souhaitait reprendre des échanges posés, loin de l'argent et des violences de mots. Chaque alinéa est une marche. On pouvait monter sans trébucher si l'on acceptait d'avoir les mains libres. Dans l'après-midi, la banque a accusé réception du courrier du notaire. Étude de votre demande de décharge de caution en cours. Proposition de rendez-vous avec le service risque. Je me suis regardée dans la glace du couloir. Je n'avais pas rajeuni. Je n'étais pas devenue une héroïne. J'étais une femme de 71 ans qui avait enfin remis l'équerre sur sa table, qui avait aligné ses mots avec ses actes et qui laissait la gravité faire son travail. Ce qui n'est pas tenu tombe, ce qui est tenu se tient. Le soir, j'ai marché jusqu'au Tarn. Sur l'eau, un reflet gris se cassait contre les piles du pont. J'ai pensé à Carmo, à la clé qui dormait encore sur mon porte-clés. Je n'avais pas fui, j'avais avancé. La tentative de tutelle, cette vieille ruse facile que tant de femmes avalent en silence, venait de casser contre un papier bien fait. Il n'y avait rien à célébrer. Il y avait à continuer. En rentrant, j'ai écrit dans mon carnet « Aujourd'hui, j'ai mis de la loi entre elle et moi ». Puis j'ai fermé le carnet. Et j'ai dormi d'un sommeil sans message, sans alerte, sans sursaut. Un sommeil d'humain, tout simplement. La 8e semaine, la mécanique des causes et des effets a cessé d'être théorique. Un courrier recommandé m'a retrouvé à Rodez. La poste savait déjà mon adresse de correspondance. Enveloppe bleu pâle, en tête familier, service risque, prêt professionnel number. J'ai décacheté debout, près de la fenêtre. La banque constatait des échéances toujours impayées, évoquait la déchéance du terme, annonçait, à défaut d'accord rapide, un commandement de payer valant saisie du fonds de commerce. La phrase, posée comme une pierre plate au milieu du texte, ne criait pas, elle indiquait un chemin balisé vers la suite. Je me suis assise, j'ai respiré par le ventre, puis j'ai glissé le courrier derrière l'onglet Pré-Pro. La procédure suivait sa pente propre, sans moi. À midi, Maître Perrin m'a appelé. Sa voix gardait sa netteté habituelle. Nous avons en parallèle une ouverture, un projet d'avenant. La banque accepterait d'étudier votre décharge de caution contre une substitution de garantie. Hypothèque sur un bien de marque, nantissement sur le fonds. Ils veulent des chiffres et des actes rapides. Rien n'est promis, mais la porte n'est plus close. Je les remerciais. J'ai noté avenant, substitution, pièce à fournir. Au fond de moi, quelque chose s'alignait. Je n'avais pas provoqué la tempête, mais j'avais appris à me mettre sous un porche solide. Dans l'après-midi, un bruit sale est passé par les réseaux. Élise a publié une photo du salon, les néons allumés trop tôt, un sourire crispé, et sous la photo, une phrase maigre. Certains préfèrent la loi à la famille. Les commentaires ont fait leur travail de frelon. Allusion, sous-entendu, un prénom lâché par une amie complaisante. Une cousine éloignée m'a appelée, bouleversée. Je tombe des nues. J'ai répondu calmement que l'on tombe de ce qu'on a construit trop haut. Puis j'ai fait ce que j'avais appris à faire. Capture d'écran, horodatage, dossier preuve. Un mail bref à Maître Perrin. Publication, possible diffamation, pièce jointe. Sa réponse a suivi. Bien reçu. Restez à distance. Je fais partir une mise en garde. Le soir, j'ai rejoint le petit groupe de marche. On a longé l'Aveyron en rang lâche, chacun à son souffle. Le chien de l'homme silencieux levait parfois la tête comme s'il nous comptait. Au café,
quelqu'un a demandé si j'avais des nouvelles de là-bas. J'ai dit « La réalité poursuit son cours ». Personne n'a insisté. J'ai aimé cette retenue. L'espace qu'on vous laisse quand on presse que vos phrases doivent d'abord mûrir à l'intérieur. Les jours suivants ont pris la texture d'un dossier vivant. La banque réclamait la liste des biens du couple, un état hypothécaire, une estimation sommaire du fonds. Maître Girard coordonnait les pièces, courtois et efficaces. Ses courriels avaient le grain d'une pluie régulière qui nourrit sans détremper. De mon côté, je fournissais ce qui me regardait. Revenu 2019, traces de mes virements d'époque, éléments sur le caractère disproportionné de mon engagement à la signature, non pour hâter un procès, mais pour que la négociation sache sur quel socle elle posait le pied. Un matin, une alerte SMS a noté une tentative de connexion à mon espace client depuis un appareil non reconnu. Refusé. Je n'ai pas tremblé. J'ai appelé Marion à la banque d'Albi qui a verrouillé davantage. Double appel de confirmation désormais pour tout mouvement hors profil, Madame Roussel. Sa voix avait cette autorité douce qui ferme les fenêtres avant l'orage. J'ai noté l'heure, ajouté la capture sous compte. Je n'étais pas une proie. J'étais une personne qui documente. Élise, elle, s'est tue 2 jours, puis a laissé un message où son souffle comptait plus que les mots. « Tu vas trop loin, on va perdre ». J'ai écouté jusqu'au bout et j'ai glissé le fichier numérique dans mon classeur. Les échos d'autrefois, ma hâte à la consoler, ma peur de sa peur, ne m'atteignaient plus. Loin d'elle, mon système nerveux avait retrouvé son tempo. À Rodez, la vie s'ajustait à ma taille. Le mardi, j'ai accepté d'aider le petit-fils d'une marcheuse pour ses équations. Nous avons travaillé au calme, 2 heures, sans héroïsme. Je lui ai montré comment tenir un raisonnement droit, comment appuyer chaque pas sur un appui solide. En expliquant, je me suis entendu parler de moi, poser des bords, nommer les opérations, ne pas sauter d'étape. Le garçon a souri à la fin parce que la solution tenait. Moi aussi. Le soir, j'ai ouvert mon carnet. J'y ai écrit « La banque avance, l'orage public bruisse, je tiens le fil ». Puis j'ai éteint. Dans la pièce, le silence pesait du bon poids. Rien n'était gagné, rien n'était perdu, mais ce qui devait se produire, le droit, la logique, la gravité, s'était mis en marche. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis couché avec la sensation nette de ne plus être un objet qui roule. J'étais le plan incliné qui décide de la pente. Le 9e jeudi, j'ai pris le train de 7h41 pour Albi. Ma valise était légère. Mon dossier limite pesait le juste poids. Le rendez-vous avait été fixé par la banque. Service risque, salle vitrée au 2e étage, présence d'un juriste, de maître Perrin pour moi, et c'était la condition d'Élise et de Marc. J'avais demandé un siège près de la fenêtre pour que mon souffle se cale sur un horizon plutôt que sur des regards. La réunion a commencé sans phrase inutile. Le juriste a rappelé les faits, retard d'échéance, mise en demeure, perspective d'un commandement de payer valant saisie du fonds de commerce si aucun accord n'aboutissait rapidement. Puis il a posé avec la neutralité d'un chirurgien le projet d'avenant. Hypothèque conventionnelle de premier rang sur la maison de M. Marc D., nantissement du fonds de commerce du salon et corrélativement, décharge de la caution Madame Jeanne Roussel à compter de la publication des sûretés. Son stylo a cliqueté une fois. Nous avons besoin des signatures des débiteurs principaux. Je n'ai presque pas regardé Élise. J'entendais son souffle, je sentais sa colère chercher une issue, mais je restais arrimé aux mots qui me sauvaient. Maître Perrin a vérifié les termes, a demandé l'insertion d'une clause claire, décharge de la caution de manière irrévocable dès l'accomplissement des formalités de publicité sans condition d'exécution ultérieure du plan. Le juriste a acquiescé, posant seulement la réserve habituelle, sous réserve des pièces et de l'absence d'empêchement au service de la publicité foncière. On a fait venir une préimpression de l'avenant. Le papier avait cette blancheur froide des documents qui déplacent, en silence, de grands poids. Marc a signé, mâchoire serrée. Élise a pris le stylo en tremblant, l'a reposé, l'a repris, puis a tracé son nom avec une raideur d'écolière vexée. Je me suis contenté d'apposer le mien là où il était demandé, prise d'acte de la décharge. Quand le juriste a rassemblé les feuilles, j'ai entendu un bruit minuscule, comme un galet qui tombe du sac.
quelque chose quittait enfin mes épaules. À la sortie, Maître Perrin a résumé: la décharge sera notifiée par écrit après inscription des garanties. D'ici là, vous ne devez rien. Il m'a serré la main avec sa manière brève qui n'oublie personne. Je suis allé boire un café place du Vigan. Le ciel était blanc, l'hiver hésitait. J'ai envoyé à Marion, la conseillère, un mail de remerciement. Les gens ordinaires qui ferment correctement des fenêtres pendant l'orage méritent qu'on leur dise merci. Le lendemain, retour à Rodez, j'ai retrouvé le studio comme on retrouve un livre posé la veille à la bonne page. Sur la table, j'ai aligné les confirmations. Accusé de réception des signatures, copie scannée de l'avenant, planning des formalités, état hypothécaire, dépôt au service de publicité foncière, inscription du nantissement. Maître Girard m'a écrit en début d'après-midi: « Nous suivons avec la banque. Dès publication, vous recevrez la notification de décharge. » J'ai noté l'heure, presque par superstition. Le soir, un long mail d'Élise est tombé. Il passait de « tu nous détruis » à « tu pourrais au moins faire semblant d'aider devant les enfants ». Je l'ai lu sans hâte, puis j'ai répondu en 3 lignes, comme je m'y étais engagé. « Élise, je ne financerai plus. Mes comptes te sont inaccessibles. Si tu souhaites une médiation familiale, j'y suis disposée. Pour le reste, merci de t'adresser à mon avocat. » Les mots, rangés, m'ont tenu droite. Les adjectifs auraient fissuré la digue, je les ai laissés au vestiaire. 2 semaines plus tard, à 9h12, la notification est arrivée. Un mail de la banque, puis un courrier papier, presque simultanément. Nous vous confirmons la décharge de votre engagement de caution à compter du date, suite à l'inscription de l'hypothèque sur l'immeuble de M. D. et du nantissement du fonds de commerce. Je me suis assise. J'ai posé la paume sur la table comme pour en éprouver la solidité. Ce qui m'avait mangé par petites bouchées pendant des années venait d'être retiré de ma bouche. Je n'avais pas besoin de crier victoire. J'avais besoin de respirer longtemps. Ce jour-là, j'ai pris une autre décision, non contre quelqu'un, mais pour moi. J'ai appelé l'agent immobilier de Carmaux. Le petit 2 pièces, mon échappée, ma chambre à soi, avait accompli sa mission. Je ne voulais plus des planches de salut cachées. Je voulais un sol franc sous mes pieds. Nous avons fixé une estimation, des visites. 1 mois plus tard, l'acte de vente était signé chez Maître Girard. Avec le produit, j'ai consolidé mon épargne, réglé 2 broutilles anciennes et ouvert un PEL tardif par simple plaisir de mettre un nom clair sur un avenir modeste. Fermer une porte, parfois, c'est agrandir la pièce. J'ai écrit à Élise pour lui dire que j'étais disponible, un mercredi sur 2 pour les enfants, horaire fixé, lieu neutre si nécessaire. J'ai proposé la médiathèque, terrain de paix où les phrases les plus dures apprennent à chuchoter. Elle n'a pas répondu tout de suite. Plus tard, elle a envoyé un « on verra » qui trahissait plus de fatigue que de haine. Je n'ai pas insisté. On ne force pas les serrures. On attend que les clés aient envie de tourner. Dans la cuisine du studio, j'ai rangé mon classeur limite. Derrière l'onglet « Pré-Pro », la décharge brillait d'un papier neuf. Derrière « Compte », les alertes n'avaient pas sonné depuis des jours. Derrière « Preuve », les captures d'écran dormaient comme des allumettes sèches que je n'aurais peut-être jamais à gratter. J'ai pensé à mes élèves d'autrefois, quand ils comprenaient enfin qu'une démonstration ne tient pas par le bruit qu'on fait, mais par l'enchaînement exact de ses pas. Je n'avais ni gagné ni perdu, j'avais tenu. Le lendemain, j'ai rapporté au groupe de marche des Madeleines de la voisine, un troc silencieux qui disait l'essentiel. Nous avons pris le chemin de l'Aveyron. L'homme au chien m'a demandé, sans tourner la tête, « Ça va mieux ?» J'ai répondu, « La pente n'est plus contre moi. » Il a hoché. Le chien a accéléré d'1 pas. Et sur le quai du soir, en rentrant, j'ai compris que ma vengeance, si ce mot devait vivre quelque part, avait pris la forme la plus simple, remettre la loi entre nous, me remettre, moi, au centre de ma propre table, et continuer, sans bruit, à marcher droit. Le printemps s'est installé à Rodez sans me demander mon avis. J'ai rangé le manteau épais au haut du placard, j'ai laissé la fenêtre ouverte plus longtemps, j'ai bu mon café à la table claire en écoutant les pas dans la cage d'escalier comme on écoute un ruisseau. Dans mon classeur, la décharge de caution avait cessé de crier. Elle était devenue un papier parmi d'autres, classé, daté, sans pouvoir.
Mes journées se déroulaient avec une précision simple. Marche le matin, un peu d'algèbre l'après-midi, pour le petit-fils de la marcheuse. Une soupe le soir, et certains mercredis, la médiathèque d'Albi où j'attendais mes petits-enfants à la table des albums. Nous lisions à voix basse. Il posait des questions compliquées auxquelles je répondais sans mentir. Parfois, Élise restait au fond immobile, un manteau sur les épaules comme une armure de demi-saison. Nous échangions un signe. Cela suffisait. Un samedi, une poignée de mois après la vente de Carmaux, j'ai repris le Teur pour Albi avec, dans mon sac, non plus la peur de devoir prouver, mais des madeleines, un cahier à grands carreaux et mon carnet noir. La place du Vigan sentait la pluie tenue, les vendeurs parlaient plus bas. J'ai traversé la ville d'un pas nouveau, pas plus jeune ni plus fier, mais ajusté. Devant l'étude de maître Girard, le laiton de la plaque brillait comme au premier jour. Je lui ai déposé un mot de remerciement et un petit pot de confiture de prunes. Il a levé les yeux de ses dossiers, a souri avec cette joie sèche des hommes qui préfèrent les actes aux dithyrambes. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, Madame Roussel, poser les faits et tenir les bords. Je suis sortie légère, comme on sort d'une salle où l'on a rendu un devoir, enfin. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le salon d'Élise. Les vitrines étaient nettes, les plantes vertes un peu fatiguées, l'enseigne repeinte sans faste. Je n'ai pas poussé la porte. J'ai observé une minute la chorégraphie ordinaire des ciseaux et des peignes, puis j'ai repris la rue. Je n'avais plus besoin de vérifier ce qui ne m'appartenait pas. L'été, à Rodez, a ajouté une couche de lumière sur mes habitudes. Le groupe de marche s'est agrandi. L'homme au chien s'est mis à parler davantage. Il connaissait, lui aussi, l'art de tenir sa ligne quand le vent se lève. Une jeune femme m'a demandé comment on fait pour ne pas céder aux cris. Je n'ai pas su répondre autrement qu'en lui parlant de feuilles blanches, de dates, de signatures, de cette lente musique des procédures qui, si on l'accepte, redonne un rythme au cœur. Je n'ai pas parlé de vengeance. Je n'avais plus ce mot-là en bouche. Je me tenais au bord d'un autre vocabulaire. Cadre, dignité, limite, paix. L'automne suivant, la banque a clos le dossier d'avenant par un courrier très court. Garantie publiée, conditions remplies, bon pour exécution. Je l'ai rangé sans frisson. Dans le même temps, Maître Perrin m'a renvoyé, en copie, un échange avec le conseil d'Élise. Dorénavant, tout passait par écrit, rare et propre. Les réseaux s'étaient tus. L'eau avait retrouvé sa gravité. Puis la vie a repris ses tours. Une rhinite en décembre, les mains plus lentes en janvier, l'odeur du mimosa en février. Un matin, au marché, j'ai croisé Marion, la conseillère, en civil, panier au bras. Nous nous sommes reconnus. Je lui ai dit merci encore pour cette façon qu'elle avait eue de fermer les fenêtres avant l'orage. Elle a ri, ça fait partie du métier. J'aurais voulu lui dire que non, que cela faisait partie d'une humanité calme, que tous n'ont pas. J'ai gardé ces mots pour mon carnet. Un mercredi, Élise s'est approchée à la médiathèque. Elle tenait un livre d'images, un classique que je lui lisais quand elle avait l'âge de sa fille. Elle l'a posé sur la table. « Tu te souviens ?» J'ai hoché la tête. Les enfants se sont mis à colorier, sérieux comme des ministres. Élise a murmuré, sans me regarder, « Ils aiment venir ici. » J'ai répondu, « Moi aussi. Pas de pardon, pas de merci, pas d'aveu. Un banc public, 2 femmes, un livre ancien et le bruit discret des crayons. Parfois, c'est une paix suffisante. Je ne me suis pas remise à donner de l'argent. Je n'ai pas rouvert de procuration. Je n'ai pas confondu tendresse et virement. Mais j'ai laissé à la lisière un sentier praticable. Un mercredi sur 2, 1h30 à la médiathèque, un goûter dans le parc si le temps l'autorise, et à Noël, une enveloppe pour les enfants, des places de théâtre, des livres, jamais des billets. Élise a tenté 2 ou 3 fois de déplacer la frontière. Je l'ai remise en place avec des phrases brèves. La frontière, désormais, n'était pas une muraille, c'était une rampe. Un jour, ma voisine du palier m'a demandé ce que j'avais fait de mon sac en toile. Je l'ai montré. Il ne contient plus qu'un foulard, un livre, un stylo et mon carnet noir. Je n'ai plus besoin de pouvoir déménager en 12 minutes. Je peux rester ou partir, mais ce n'est plus contre quelqu'un. C'est pour moi. 3 ans ont passé depuis la soirée d'anniversaire. J'ai 74 ans. J'ai revu des élèves devenus grands-parents,
J'ai appris à faire lever une patte sans impatience. J'ai apprivoisé la solitude comme un oiseau qui finit par manger dans votre main. Parfois, la nuit, la phrase revient. Celle que j'ai tracée dans mon carnet, le plus beau cadeau, ce serait que ma mère crève. Je la lis sans trembler. Elle n'est plus une lame, elle est une balise. Elle m'a indiqué la rive où accoster. Je pourrais finir ici, à hauteur d'une table, d'un carnet, d'un classeur bien rangé. Mais je veux dire autre chose, à voix claire, pour celles et ceux qui, pendant trop longtemps, ont gardé le silence, persuadés que l'amour supporte tout, que la famille excusera le reste, que l'humiliation est un prix à payer pour ne pas faire d'histoire. On ne sauve personne en se noyant avec lui. On n'éduque pas en payant tout. On ne protège pas en se laissant insulter. On n'honore pas ses morts en s'oubliant vivant. Aider n'est pas obéir. Pardonner n'est pas recommencer. Dire non n'est pas trahir. Mettre la loi entre soi et les autres n'est pas une guerre. C'est un pont. À celles qui lisent ces lignes avec la honte au ventre et la fatigue dans les os, je dis ceci. Prenez une feuille, écrivez la phrase qui vous a brisé, datez-la, entourez-la, posez-la sur la table. Puis alignez, une à une, les choses exactes. Révoquez, constatez, écrivez, signez, alertez. Parlez à des gens qui savent les mots. Un notaire, un avocat, un commissaire de justice, une conseillère bancaire qui n'a pas peur de fermer une fenêtre. Accordez-vous des trajets en terre, des bouilloires de voyage, des bancs de médiathèque. Récupérez votre souffle, pas pour crier, mais pour tenir. Et aux enfants qui ont pris l'habitude de traiter leur mère comme une ligne de crédit et un punching ball, je dis l'amour n'est pas une dette à perpétuité. La dignité ne se négocie pas au coin d'un SMS. Quand la loi arrive, ce n'est pas la police du cœur, c'est la grammaire commune sans laquelle plus rien ne s'entend. Je m'appelle Jeanne Roussel. J'ai 74 ans. Je ne souhaite la mort de personne. Je souhaite ma vie à moi, entière, tenue par des bords clairs et des gestes simples. Si c'est une vengeance, elle est silencieuse. Je suis debout, solvable, et je marche droit. Les mots tiennent, les mains aussi. Et sur la table, mon carnet noir n'attend plus qu'une chose, la prochaine page, ni plus ni moins.